Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 75e épisode d'une semaine en comics, un épisode dans lequel on va passer en revue quelques-unes des sorties de cette semaine, et on va revenir sur quelques retardataires des semaines précédentes que j'ai récupérés depuis. Ça devrait pas être une vidéo très longue, il y a une bonne partie des titres en question que j'ai pas encore eu le temps de lire. Cette semaine, ça va davantage être du survol. On va commencer par un titre dont j'évoquais la sortie il y a 3 semaines, je crois. C'est Planète Haredi de Benoît Bonte, qui est une coédition Néophélis et PLG Édition. La première fois que j'ai évoqué ce titre, j'avais pas capté que PLG était dans la boucle. Ce qui en fait est pas vraiment étonnant, vu que c'est eux qui avaient publié une autre étude de Benoît Bonte, consacrée à un autre éditeur. Le Terrain Vague, c'est Sexties, les filles du Terrain Vague, qui est sorti en 2020, et qui, je pense, est toujours disponible. Alors, de mon côté, Planète Haredi, je l'ai commandé sur le site de Néophélis, et du coup, j'ai eu droit à un petit ex-libris numéroté. Et l'exemplaire est lui aussi numéroté à la main. Alors, pour celles et ceux qui connaissent pas Haredi, et vu que l'éditeur a mis la clé sous la porte il y a grosso modo 35 ans, il y a sans doute que les plus de 40, voire de 50 ans pour s'en souvenir. Haredi, c'était un des plus gros éditeurs de magazines de BD en kiosque. Ils ont publié des centaines et des centaines de titres, plus ou moins bien. Pour situer un peu visuellement, ils ont publié énormément de petits formats de ce genre, en noir et blanc. Et puis, à partir de la fin des années 70, ils se sont enfin mis majoritairement à la couleur, avec des titres comme ça, plus proches des originaux, et format qu'ils ont adopté en gros jusque à leur disparition, à la fin des années 80. Et donc, Planète Haredi est sous-titré l'aventure d'Haredi Artima vécue de l'intérieur. Et c'est tout à fait de ça qu'il s'agit. Benoît Bonte, qui a travaillé pour Haredi, il va vraiment rentrer dans les rouages du fonctionnement interne de l'éditeur, avec, on a bon nombre de témoignages de personnes qui ont travaillé, et puis aussi on a pas mal de documents d'époque. Et puis ça parle aussi beaucoup du fondateur d'Haredi, Emil Kersbilk, et de ses méthodes parfois, on va dire, discutables. J'essaie de trouver une photo de lui et je n'en trouve pas. Si, le voilà. Alors, évidemment, il est pas mal question de comics dans ce bouquin, mais c'est pas vraiment non plus au cœur du bouquin. Les comics, ça fait partie des choses que Haredi publiait, mais c'est ce qu'il publiait parmi d'autres choses. J'ai vu passer un ou deux commentaires, je sais plus où, de lecteurs de comics déçus par leur lecture. Je sais pas trop ce qu'ils étaient venus y chercher, mais visiblement, ils l'ont pas trouvé. Perso, alors, j'avoue qu'il y a des parties qui m'ont davantage intéressé que d'autres, mais dans les choses qui m'ont vraiment intéressé, il y a notamment les relations très 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 compliquées de l'éditeur, avec la commission de contrôle des publications pour la jeunesse, qui veillait à ce que les éditeurs ne publient rien qui puisse traumatiser nos chères petites têtes blondes, et qui surtout voyaient d'un très mauvais œil tout ce qui pouvait provenir des États-Unis. Et puis on a aussi vers la fin une partie que je trouve assez passionnante sur la manière dont les planches originales
étaient remontés, découpés et en partie redessinés pour être adaptés au petit format Haredi. Et c'est vrai que c'était quand même souvent un massacre. Et là, Benoît Bonte donne l'exemple en images de quelques planches du Conan de Barry Windsor Smith, où le découpage est modifié. Les cases elles-mêmes, elles sont agrandies ou recadrées, et ce sont les employés d'Haredi qui remplissaient les blancs. Et ça donnait souvent un résultat quand même pas très glorieux, et surtout, franchement pas respectueux du travail des artistes américains. Mais ça, c'est vrai que chez Haredi, on s'en foutait quand même un petit peu. Plus généralement, en fait, le bouquin de Benoît Bonte donne une vue d'ensemble sur l'essor et la chute d'un éditeur de bande dessinée à l'époque, en le replaçant dans son contexte, comment Haredi s'est développé pendant plusieurs décennies, et puis sur la fin, comment ils n'ont pas réussi à s'adapter à un marché largement transformé. Et puis, c'est évidemment aussi plein d'anecdotes. J'ai découvert pas mal de trucs quand même en lisant ce bouquin. Par exemple, que Haredi a refusé de publier Batman et Superman en France dans les années 50, alors que ils ont quand même publié quasiment tous les autres titres d'ici par la suite. Bref, j'ai trouvé ça assez passionnant. C'est vraiment une mine d'informations sur l'éditeur Haredi qui a pas d'équivalent à ce jour, à ma connaissance. Et donc, si vous vous intéressez à l'histoire de la BD en France, ça me semble être une lecture assez indispensable. C'est donc sorti chez PLG et Néophélis. Le bouquin fait 432 pages et il est au prix de 32 €. Et du coup, de mon côté, ça m'a quand même vachement donné envie de faire quelque chose sur la chaîne autour d'Haredi, une espèce de tour d'horizon de ce qu'ils ont publié en France en matière de comics, depuis Sidéral et Aventure Fiction à la fin des années 50, jusqu'au dernier titre d'ici qu'ils ont publié à la fin des années 80, et puis de voir l'évolution de tout ça. Alors bon, ça demande un gros boulot. Là, j'ai juste essayé de cartographier ce que ça représente en matière de parution, et j'ai quand même recensé plus de 250 titres Haredi qui ont publié des comics. Alors, c'était pas forcément des revues entièrement consacrées aux comics comme l'était celle-là, par exemple, mais en fait, ils avaient quand même tendance à en coller un petit peu partout, des comics. Dès qu'il leur restait quelques pages à remplir, hop, ils allaient chercher un court récit chez DC ou chez Marvel, ou parfois même chez Charlton, et ils le collaient derrière une adaptation d'OSS 117 ou d'un roman du Fleuve Noir Anticipation. Bref, je suis en train de réfléchir à comment faire ça, et si tout va bien, je pense qu'on en reparlera en début d'année prochaine. Ceci dit, dans les work in progress de la chaîne qui avancent toujours pas, parlons rapidement de Love and Rockets, dont les tomes 9 et 10 de l'intégrale sont sortis chez Comics Initiative. Alors, comme quasiment à chaque fois, on a un tome consacré à Jaime Hernandez, c'est Penny Century, et on en a un autre consacré à Beto, c'est Ophélia. Dans Penny Century, on a deux mini-séries. On a Wow Nelly, où il est beaucoup question de catch, mais oui. On a le one-shot, le voilà, Maggie and Hoppy Color Fun Special, qui, comme son nom l'indique, était à l'origine en couleur, mais qu'on retrouve dans cette intégrale en noir et blanc comme le reste. Et puis on a la mini Penny Century qui occupe le reste du volume, et qui fait au total, on doit être dans les 150-160 pages.
Et puis on a donc Ophélia, qui en fait poursuit les aventures de Luba en Californie. Et alors sur ce volume, grosse précision tout de même, c'est que il s'agit de récits qui ont tous déjà été publiés en France. En fait, on les retrouvait tous au sommaire des 2 premiers tomes de Luba, qui étaient parus chez Delcourt en 2010-2011. Alors en fait, je l'ai noté, ça commence à la fin du tome 1. Ça commence ici. Hop. Si je prends Comics Initiative. Voilà, on est là. Merde. Putain. Ah, c'est pratique, je vous jure. Voilà. Dès que j'ai fini de manipuler, c'est bon. Donc ça commence sur la fin du premier tome. Et puis ensuite, on a l'intégralité du tome 2 qu'on va retrouver dans cette intégrale. Alors, bon, si vous avez déjà cette première édition, vous serez peut-être tenté de vous abstenir de prendre celle-ci. D'autant que l'édition Delcourt a quand même le gros avantage d'être dans un format nettement plus grand. Alors je précise quand même que il s'agit chez Comics Initiative d'une nouvelle traduction signée Philippe Touboul, qui a traduit tous les volumes, si je dis pas de conneries. Et puis en fin de volume, on a une interview des frères Hernandez par Marc Sobel, que je trouve toujours très intéressante. C'est la suite de l'interview dans le tome 9, si je dis pas de bêtises. Alors, chacun des tomes, hop, on revient à celui-là, fait 272 pages. Format donc, petit format 16 par 23 cm, pour un prix de 28 €. Et donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, en ce qui me concerne, je suis quand même bien embêté parce que ça fait des mois et des mois que je bosse sur une série de vidéos consacrées à Love and Rockets et au travail des frères Hernandez en général. Mais je trouve que c'est une œuvre qui est absolument tentaculaire, qui s'étend dans tous les sens et qui est quand même très compliquée à traiter. Et du coup, j'ai toujours pas consacré la moindre vidéo dédiée à Love and Rockets. Et ça m'embête vraiment, surtout que, visiblement, je suis pas le seul, parce que j'ai un peu cherché. J'ai pas trouvé une seule vidéo française consacrée à Love and Rockets. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'envoyer le lien, je suis preneur, parce que, j'ose imaginer que je suis quand même pas le seul sur YouTube à m'intéresser à cette série. Bon, après, ça empêche pas la série de fonctionner. Il me semble avoir lu quelque part que Comics Initiative avait réimprimé le premier tome, donc c'est cool, mais il faut vraiment que j'arrive à produire quelque chose dans les prochains mois. Fin de la parenthèse. Et en attendant, pour revenir à l'essentiel, Comics Initiative nous propose également un 3e tome, sous-titré « Les chroniques de Love and Rockets ». Et on a ici 2 récits signé Gilbert Hernandez, présenté Ted Bêche, Birdland et Le Jardin de la Chair. Alors, Birdland, je vous ai présenté il y a 15 jours, je crois, l'ancienne édition française, chez Comics USA. Alors, à savoir que cette version propose un épisode supplémentaire que Beto a réalisé par la suite. Et pour ce qui est de vous en montrer quelques planches, c'est très 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 compliqué parce que c'est vraiment un récit pornographique. Là, on n'est pas dans l'érotisme éthéré ou je sais pas quoi. Ça baisse quasiment à toutes les pages. Bon, alors, j'en ai quand même repéré une paire, et quand je dis une paire, oui, c'est bon, j'ai compris. Hop, on cache ma madame, voilà, merci. 3
Tout ça pour dire que, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais que si vous aimez Love and Rockets, on en retrouve ici certains personnages qu'on a déjà croisés dans les pages de la série principale, et à la lecture, en fait, ça donne un truc assez foutraque. On va même croiser à un moment des petits hommes gris à bord de leur soucoupe volante, des petits hommes gris qui, eux aussi, ont un zizou en parfait état de marche. Bref, ça a réservé un public très averti, mais c'est vraiment fun à lire. Et de l'autre côté, on a donc le Jardin de la Chair, qui est grosso modo une relecture de l'Ancien Testament pour les enfants pas très sages, voire pour les enfants pas sages du tout. Et là aussi, ça baise dans tous les coins et dans tous les sens, et là non plus, je peux pas vous en montrer grand-chose. Voilà. Alors, côté dessin, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus sommaire, avec un découpage minimaliste. C'est 2 cases par page de bout en bout. Bon, graphiquement, c'est pas fou. Et puis, passer le côté blasphématoire de la chose, ça n'a pas énormément d'intérêt. Donc, Birdland, je conseille. Le Jardin de la Chair, beaucoup moins. Le bouquin fait 208 pages. Il est au même format que les précédents. Même traducteur, pour un prix de 23 €. On en arrive aux sorties de la semaine. J'ai pas grand-chose à vous présenter. Chez Urban, j'ai complètement zappé que le tome 2 de Phénoména sortait cette semaine. Alors en vrai, je me souviens même pas l'avoir vu en rayon, mais visiblement il est bien sorti. Donc en attendant, je vous refeuillette les premières pages du premier tome. Si vous n'aviez pas encore vu les planches d'André Lima à Rojo, c'est l'occasion. Et sinon, chez Urban, c'était les Urban Limited à 99 balles, Watchmen, Batman Silence et Joker Mad Love. Mais à ce prix-là, en ce qui me concerne, ils peuvent se les garder. Et sinon, chez Panini, c'était l'avalanche. Au final, on a eu 28 nouveaux titres cette semaine. C'est du n'importe quoi. Alors, au passage, confirmation que les Marvel Must-Have, la guerre Chris Skrull et le tournoi des champions sont pas sortis. Ils devraient être dispo début janvier. Sauf que, quand même, j'ai vu aucune annonce de ce report de la part de Panini. Visiblement, ils préfèrent communiquer sur ce qui sortira dans 6 mois avec leur Panini Big News plutôt que de s'intéresser à ce qu'ils publient cette semaine. Et je trouve quand même que ça en dit long à la fois sur leur communication et surtout sur leur politique éditoriale. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui m'intéressait parmi ces 28 titres. Alors, il y a bien le 2e omnibus de Predator, mais ça, on en reparlera plutôt après Noël. Et puis, quand même, j'ai pris les 2 derniers tomes de Fall of the House of X. Ça y est, c'est fini. Il ne me reste plus qu'à rattraper 1 an de lecture en retard. J'avoue que je suis pas très pressé. Là aussi, je verrai ça quand j'aurai un peu plus de temps. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je pense qu'on fera encore un épisode d'une semaine en comics dimanche prochain pour parler des toutes dernières sorties de l'année. Sans doute Phénoména, peut-être Transformers si je craque. On verra. Et puis, je vais essayer de publier au moins une vidéo dans le courant de la semaine, histoire de relancer la machine. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos.
Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.